Jean-Baptiste Moreau, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes député de La République En Marche de la Creuse. Tout à fait. Vous faites partie même des 14 premiers candidats qui ont été choisis et investis par Emmanuel Macron quand lui-même était candidat à l'élection présidentielle. Tout à fait, dès le mois d'avril, dès le 6 avril, oui. Voilà. Vous êtes éleveur de vaches. Oui. Bovine limousine, oui. Et toujours toujours éleveur, oui, oui. J'ai pris un salarié pour me suppléer le temps où je suis à Paris. Mais oui, j'essaye de mettre les pieds dans les bottes le plus souvent possible. D'accord, pour garder le contact. Les pieds ancrés sur terre, c'est important parce que pour être bien connecté au réel. Alors vous êtes le monsieur agriculture, hein, le monsieur ruralité d'Emmanuel Macron. Tout à fait, oui, oui. Enfin, j'ai des conversations régulières, on va dire, sur ces thématiques-là avec le président de la République, mais aussi avec le gouvernement et avec mes collègues députés, puisque j'ai formé un groupe pour travailler sur l'agriculture au sein de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Mais quand vous dites des conversations régulières avec Emmanuel Macron, c'est-à-dire que ce que vous avez dit, c'est que c'était quasiment quotidien. Au moins hebdomadaire, plusieurs fois dans la semaine, oui. Oui, par SMS. Par SMS, par téléphone, voilà. D'accord. Vous l'alertez, Oui, c'est des échanges informels hein, sur des préoccupations, sur des choses qui remontent du terrain, pour qu'il soit toujours bien informé, bien au fait de ce qui peut se passer dans la ruralité et sur le terrain et au niveau de l'agriculture notamment. Mais il est sensible à ces problématiques rurales. Il est très sensible à ces thématiques-là. D'autant plus qu'il les connaît mal. Oui, je sais que c'est l'image qui est propagée de lui. C'est ce qui m'a fait m'engager derrière lui, clairement. Moi, c'est sa réactivité par rapport à ces sujets, justement, qu'il est censé moins bien maîtriser. C'est que même si c'est des sujets, effectivement, qui sont un peu plus éloignés de son champ principal d'occupation et de compétences, on va dire, il vous pose toujours les bonnes questions au bon moment et il détecte toujours les problématiques à l'endroit où elles sont. Vous avez raison, c'est un des axes, un des angles d'attaque contre Emmanuel Macron. Il suffit de voir ce que dit Laurent Wauquiez, n'est-ce pas? Oui, je sais. Bah oui, ça me fait un peu rigoler parce que Laurent Wauquiez, je le croise régulièrement puisqu'il a son appartement tout contre Matignon, donc ça me fait assez rigoler de le voir en représentant de la ruralité. Mais alors on va écouter ce qu'il dit, Laurent Wauquiez, des rapports entre Emmanuel Macron et la ruralité, l'agriculture et plus largement tout ce qui n'est pas Paris. On écoute Laurent Wauquiez, c'était sur notre plateau le 18 octobre. Et je le dis aussi, je pense qu'Emmanuel Macron est le président le plus parisien qu'on a jamais eu. Que c'est un président qui est extrêmement orienté uniquement sur les grandes métropoles urbaines, qu'il a un vrai mépris pour le reste de la France des territoires, dans lesquels au fond il va très peu. Je vais prendre un exemple qui m'a frappé. Il a parlé d'agriculture. Vous savez depuis où il a fait son discours sur l'agriculture? Rungis. C'est très révélateur. C'est-à-dire que pour lui au fond, il n'y a pas ce lien qui était si beau chez Pompidou, où vous étiez capable à la fois de faire le centre Beaubourg et d'avoir ce lien charnel avec le Cantal. Moi j'aime pas cette façon de faire. J'aime pas ce côté... un être de nulle part, très parisien. La construction de ce qu'est cet État français est liée intimement à la relation au territoire. Et je ne veux pas d'un avenir de la France où il y a juste cette très belle tour Eiffel qui est derrière vous et rien autour. La France, c'est autre chose. Ça vous énerve hein, quand vous entendez ça? Oui, ouais. c'est ridicule. Enfin, j'ai accompagné le président de la République tout au long de la campagne, même au long de la campagne présidentielle. On a été dans pas mal d'exploitations agricoles. Ça s'est toujours excessivement bien passé. Il est très au courant et très au fait des problèmes de la province et des problèmes de l'agriculture et de la ruralité. Mais ça me fait rigoler, effectivement. M. Wauquiez a découvert la région Auvergne-Rhône-Alpes, je pense, il y a à peu près 5 ans. Avant, je suis pas sûr qu'il soit beaucoup sorti de Paris. Oui, mais est-ce que vous avez le sentiment que là, aujourd'hui, même si vous dites que c'est infondé, qu'Emmanuel Macron doit montrer que ces sujets-là aussi, il les embrasse comme les autres? Parce que c'est vrai que dans l'imagerie collective, on voit Macron, on le voit, si vous voulez, sur plein de terrains, mais assez peu sur le terrain de la ruralité. Il y a des choses qui ont été faites. Les états généraux de l'alimentation, ça a été une des premières actions de ce quinquennat, et c'est à destination de l'agriculture pour remonter la valeur ajoutée dans les exploitations. Oui, mais c'est pas Emmanuel Macron qui les a incarnés. Eh ben, c'est lui qui, c'était dans son programme. C'était dans son programme. Donc c'est effectivement son ministre de l'Agriculture et le Premier ministre qui les ont ouverts. Lui a fait un bilan à mi-étape et le Premier ministre a conclu. Il aura d'autres occasions d'intervenir sur l'agriculture et sur la ruralité. Il nous a proposé justement à nous, le département de la Creuse, d'être un département pilote sur le développement de l'hyper-ruralité. On a fait un certain nombre de propositions. On a un laboratoire d'idées. On a fait déjà un certain nombre de propositions, à la fois les élus, mais les citoyens, les présidents d'associations. C'est vous qui avez mené les consultations, n'est-ce pas? Voilà, on a mené les consultations. J'ai mené les consultations avec présenté 20 propositions, une vingtaine de propositions au préfet de la Creuse. Au préfet de la Creuse qui l'a remonté à l'Élysée. J'ai eu des échanges avec le président de la République sur ce sujet-là. Il y aura un délégué interministériel qui va être nommé. Alors il a été nommé, ce délégué? Non, c'est imminent. Ça va venir dans le mois de janvier et il sera chargé du suivi de ces expérimentations qui pourront être des expérimentations dérogatoires au cadre légal. Mais est-ce qu'il y a une ou des propositions qui ont retenu l'attention d'Emmanuel Macron dont vous pouvez nous parler ce soir? Retenu l'attention pour le moment,
C'était au 31 décembre qu'il fallait faire remonter, donc c'est peut-être un peu prématuré de dire celles qui ont vraiment retenu l'attention, mais il y a un cadre global et il y a une priorité absolue, c'est l'accès le plus rapidement possible au numérique et à la téléphonie mobile, puisque sur nos territoires, et notamment les territoires ruraux, c'est une des problématiques importantes, avec peu de débit Internet globalement, et peu d'accès avec des zones grises, des zones blanches, peu importantes, mais des zones grises très importantes, et une entreprise peut pas venir s'installer sur des territoires comme le nôtre si elle n'a pas du haut débit. Aujourd'hui, les entreprises modernes ont besoin de la connexion Internet le plus rapide possible. Donc ça va être le premier... C'est le premier axe important, voilà, avec une montée en débit sur l'ensemble du territoire de la Creuse. Avant, parce que les annonces gouvernementales parlent de 2020, on va essayer de faire ça pour 2019 sur la Creuse. Ça serait un objectif déjà important à atteindre. Et puis après, il y a la création d'une zone franche sur l'ensemble du territoire départemental pour attirer les entreprises et pour on va dire, augmenter la compétitivité de l'installation sur ce département. Alors l'idée de l'exécutif et d'Emmanuel Macron, c'est que ce plan doit se décline ensuite sur l'ensemble des territoires ruraux qui partagent les mêmes problématiques. Territoires hyper ruraux. L'hyper-ruralité. Voilà, l'hyper-ruralité, c'est pas nous qui l'avons défini, hein, c'est une définition d'un sociologue qui date d'il y a quelques années. C'est des territoires où l'emploi public est beaucoup plus important, l'emploi industriel très faible, des territoires éloignés des grandes métropoles qui ont des problématiques spécifiques, notamment au niveau de l'accessibilité. Mais c'est pas que de l'accessibilité physique, c'est aussi de l'accessibilité numérique. Donc voilà, c'est tous ces paramètres qu'il faut prendre en compte pour essayer de redévelopper ces territoires qui sont interstitiels entre les grandes métropoles. Mais vous êtes vous Jean-Baptiste Moreau, en quelque sorte la figure de ce plan de revitalisation. Hein. C'est-à-dire que c'est non seulement c'est votre région, mais en plus c'est votre credo. Oui, c'est tout à fait ce pourquoi je me bats depuis le début de mon engagement, même si je n'ai pas été engagé en politique. J'étais président d'une coopérative d'éleveurs, j'ai agi concrètement pour essayer de lutter contre les problèmes qui peuvent se poser au niveau de la ruralité, parce qu'on a un cadre de vie exceptionnel, on a un département où l'environnement est préservé, il faut qu'on soit en proue, notamment sur la transition énergétique et la transition écologique de l'agriculture. Il faut absolument qu'on soit leader là-dessus et qu'on emmène tout le monde derrière nous. Mais donc pour un nouveau député comme vous, c'est quand même une sacrée responsabilité. C'est un gros challenge et le président nous a mis le challenge entre les mains. C'était aux gens de terrain, aux gens qui sont les mains dans le cambouis tous les jours, on va dire, de faire des propositions. Et les propositions ne venaient pas du haut. Et ça, c'est toute la démarche d'En Marche et du président de la République. C'est que c'est ceux qui sont au plus près des problématiques qui sont les plus à même de les régler et de faire des propositions pour les régler. Alors justement, l'usine GMS, c'est chez vous. Hein, oui, donc vous avez reçu mi-décembre une délégation d'anciens salariés qui ont été donc ouvriers sur le carreau. Voilà. Où est-ce qu'on en est de ce dossier? Alors, il y a une reprise de la société sous la forme de la Souterraine Industrie par Monsieur Martineau, qui est un industriel, donc qui a repris cette société au mois d'octobre. Il y a aujourd'hui 120 salariés qui ont été repris sur les 277 de départ. Donc il y a 157 sur le carreau. Aujourd'hui, il y en a 8 qui ont retrouvé un emploi. C'est pas beaucoup, certes. Il y a une cellule qui a été remise en place et il y a un délégué interministériel à la restructuration des entreprises qui a été nommé au niveau national, pas que pour GMS, mais au niveau national, qui est rattaché à Bruno Le Maire, qui est venu sur le département pas plus tard qu'hier pour parler des problématiques GMS et pour travailler sur cette cellule de reclassement qui doit permettre de reclasser la majorité des salariés sur la région, on va dire, et sur les régions environnantes. D'accord, donc ce dossier-là, vous l'avez aussi pris à bras-le-corps. On le suit de très près. Bruno Le Maire s'est engagé quand il est venu sur le site de GMS cet été à ce que personne ne soit laissé sur le bord du chemin, et c'est ce que je vais m'appliquer à surveiller, à faire en sorte que effectivement personne ne soit laissé sur le bord du chemin. 157 licenciements en région parisienne, c'est peu important. En Creuse, c'est excessivement important puisqu'on a peu de mobilité dans l'emploi, peu de création d'emplois et notamment peu de création d'emplois industriels. Alors vous parliez de Bruno Le Maire, hein, mais justement ce matin Bruno Le Maire, donc le ministre de l'économie et des finances, il a donné une conférence de presse sur l'affaire, le scandale Lactalis. Il a souhaité donc faire une mise au point après qu'on a appris que en fait certains lots contaminés étaient encore en vente après le rappel demandé par le gouvernement. Donc il a annoncé 2500 contrôles supplémentaires dès la semaine prochaine. On écoute Bruno Le Maire. L'urgence, c'est le retrait effectif des circuits de distribution de tous les lots suspects de lait infantile. C'est évidemment la responsabilité de tous les acteurs de la chaîne de distribution, comme c'est notre responsabilité de vérifier l'effectivité de ce retrait. Alors vous, Jean-Baptiste Moreau, enfin, je veux dire, quand vous voyez ça, vous dites au secours, les responsabilités n'ont pas été prises. Il y a eu des dysfonctionnements, c'est clair. Après, ce sera à la justice de les déterminer à l'endroit où ils sont. Mais je pense qu'il y a des dysfonctionnements un peu à tout niveau. On va dire, il y a un dysfonctionnement au niveau de Lactalis. Hein. Je pense que s'il y avait eu des producteurs qui avaient livré du lait avec des problèmes de bactéries dans le lait, ils auraient
pas attendu 3 semaines ou même une semaine pour arrêter de collecter le lait de ce producteur-là. Et là, on voit que depuis le 8 décembre, ils ont attendu au 20 décembre pour commencer à rappeler les produits. Donc c'est absolument inacceptable. Et bon, au niveau de la grande distribution aussi, la grande distribution est responsable des produits qu'elle met en rayon, et à partir de ce moment-là, elle doit être en mesure de repérer les lots et de savoir quels lots sont demandés, ont des problèmes de fiabilité. Mais il y a aussi une responsabilité du gouvernement. Ipso facto, même Bruno Le Maire le reconnaît. Mais les contrôles ont été faits, hein. Les contrôles de la DGCCRF, elle les a fait, elle les fait régulièrement, mais c'est l'entreprise Lactalis qui est au départ qui est le principal fautif, puisqu'il y a des autocontrôles, il y a des procédures de qualité, je suppose que l'usine est ISO 9002, ISO je sais pas quelle norme de qualité, mais ils doivent s'assurer de façon systématique et quotidienne de la qualité des produits qu'ils sortent. Et là, il y a eu visiblement un défaut et un problème, mais en plus, ils ont tardé à réagir, puisqu'il a fallu que ce soit le gouvernement et Bruno Le Maire qui, le 9 décembre, retirent les produits de la vente, puisque Lactalis n'a pas fait de proposition le 8 et le 9 décembre. Eh bien, merci Jean-Baptiste Moreau.